Bonjour et bienvenue sur le Cyclisme Performance podcast en collaboration avec Coach By. Aujourd'hui, je reçois Kevin Yvain que j'ai déjà reçu il y a plusieurs années sur le podcast Cyclisme Performance. Maintenant, on travaille ensemble sur Coach By. Kevin, je te laisse te présenter pour commencer ce podcast. Merci Mathieu. Bonjour à tous. Kevin Nivin. Je suis fondateur de Sport and Data, une boîte de consulting pour la data dans le sport, avec laquelle je travaille notamment en tant que responsable de la data pour Red Bull, Bora Hansgrohe, et avec Mathieu sur le projet Coach By qui vient de sortir et qu'on va pouvoir détailler par la suite. Ouais, carrément, carrément. Déjà, pour commencer, toi, au niveau de ton parcours professionnel, tu as eu plusieurs expériences, plusieurs équipes même aussi que tu as connues? Ouais, moi c'est très très vélo comme parcours pro. Moi j'ai eu un parcours traditionnel en termes d'études pour de la data science. Je suis ingénieur de formation à l'INSA de Rennes. Donc vraiment études pour peut-être recadrer pour ceux qui savent pas. Pour les data scientists, c'est vraiment en gros études poussées en maths, stats et tout ce qui est computer science, donc informatique mais orienté pour la data. Et dès là, en fait, j'avais la chance d'avoir un statut de sportif de haut niveau qui me permettait en fait de pratiquer le vélo en compète et qui m'a permis aussi de trouver du temps pour des expériences pro, notamment dans l'équipe Arkea Samsic à l'époque, qui était ma première expérience, on va dire, professionnelle dans le monde du cyclisme pro. Ok, ouais. Ouais, qu'est-ce que tu as pu faire là-bas? Est-ce que tu peux me partager Qu'est-ce que tu as pu faire des projets? Ouais, bah, c'était une super expérience parce que c'était tout nouveau pour le cyclisme. Je me souviens des entraîneurs à l'époque qui recevaient énormément de demandes d'étudiants en STAPS, Mm. qui étaient un peu étonnés d'avoir eu un étudiant ingénieur en maths qui les sollicitait pour un stage à l'époque. Le stage avait bien plu et du coup j'avais eu un contrat étudiant en fait pour on va dire des projets plus de R&D. Je m'amusais un peu à explorer un peu tout ce que je voyais en cours, essayer de l'appliquer en fait sur la data des coureurs de l'équipe à l'époque. Ouais. Et parfois ça menait à des cas d'usage assez intéressants, notamment sur la sélection des coureurs en course, essayer Ok. de faire du profiling entre coureurs et course, en fait, profil de course. Donc cette expérience-là s'est terminée sur un stage de fin d'études. Donc là, c'était la première fois que j'étais vraiment 6 mois à plein temps là-dessus. Et c'était donc à ce moment-là que j'ai fait un programme de détection de talent, qui était assez une première dans le monde du cyclisme à ce niveau-là. Où l'idée c'était de collecter les données de tous les cyclistes qui étaient prêts à partager leurs données de puissance via TrainingPeaks. Et donc de créer une plateforme en fait d'analyse qui permettait de faire ressortir les meilleurs profils. Et ça, c'était sur 650-700 cyclistes qu'on avait eu à l'époque. Donc c'était Ok. vraiment innovant, on va dire, en matière de détection de talent. Ouais, parce que du coup, c'est ça se faisait pas tellement finalement les postes data science et dans les équipes de vélo à ce moment-là? Mais à ce moment-là, je ne le savais même pas encore. Je pensais vraiment que dans les grosses équipes, il y avait déjà des Mm. profils data. Moi, j'avais été un peu inspiré comme beaucoup de data scientists dans le monde du sport, je dirais par le film Moneyball, Le Stratège en français, où on voit ça émerger dans le baseball il y a plus de 20 ans. Et je pensais que c'était déjà le cas dans les équipes cyclistes, où il y avait forcément des profils data. Et c'est en arrivant après chez Ineos que j'ai réalisé qu'en fait, bah non, Ouais. c'est pas un métier qui existait. Il y avait des profils, on va dire software engineer, donc des ingénieurs informatiques qui gravitaient autour des équipes, plus des freelances, des consultants pour des projets précis, mais pas vraiment des profils purement data et jamais intégrés dans les équipes vraiment en fait. C'était vraiment de la recherche sur des projets très précis qui n'étaient pas forcément en plus ceux où il y avait le plus de potentiel. Ouais, c'était très nouveau et je l'ai réalisé en fait ouais, quand je suis arrivé chez Ineos que c'était un métier qui n'existait pas encore en fait. Ouais, alors même que pourtant dans le vélo, on a énormément de data, on pourrait même imaginer plus qu'en baseball ou dans d'autres sports. Finalement, avec les capteurs de puissance et toutes les données qu'on récolte, c'est énorme toutes les données. C'est clair que c'est un métier, un sport où il y a toujours eu énormément de collecte de données. Le baseball, c'est quand même pas si mal en termes Ok. de collecte parce qu'en fait, bon, ils ont pas tout ce qui est capteur de puissance, Hmm. etc. Mais ils ont énormément de matchs. Ils jouent tout le temps en fait. C'est un peu comme la NBA, voire je crois qu'ils jouent encore plus. Et il y a tellement de matchs dans l'année
qu'en fait, on peut faire des stats plus sur les résultats et ils arrivent à collecter quand même un minimum de données. Donc, c'est un peu différent sur cette approche-là. Mais oui, forcément, au vélo, on a une collecte de données assez monstrueuse de par les capteurs de puissance, fréquence cardiaque, etc., où on a toutes les secondes en fait une valeur pour tous ces dizaines de capteurs différents. Et on les a collectés depuis quand même bien des années maintenant et c'était pas encore vraiment exploité, ça l'est toujours pas aujourd'hui. Ouais, ouais, dans beaucoup d'équipes encore, y a pas de data scientist ou c'est vraiment maintenant courant? Euh, Vous allez voir quasiment un profil data dans l'effectif de la quasi-totalité des équipes maintenant. La vérité, c'est que très peu sont data scientists. On doit être 4-5 encore au niveau World Tour. Ça a commencé à arriver. Du coup, moi, je suis arrivé chez Ineos en 2021, je crois. 2 ans après, il y a commencé à avoir des data scientists, notamment dans les équipes françaises, qui ont suivi un peu la vague à ce niveau-là. Et ouais, c'est vrai que niveau mondial, je dirais qu'il y a encore que 4-5 profils, et beaucoup sont français. Ouais. On a, je pense, la chance d'avoir une filière, on va dire, de maths très poussée en France, même dans les autres industries. On voit chez les grandes boîtes de la tech qu'il y a souvent des responsables de la data qui sont français. Ça se reflète un peu dans le vélo aussi. Mais ouais, sinon, c'est plus des profils data analystes qui sont même plutôt sport scientists en réalité. Qui sont dans même certaines équipes World Tour, on n'a toujours pas en fait de data scientists, donc sont encore très limités dans leur capacité à créer des outils. C'est plus vraiment toujours de l'utilisation des outils existants, commerciaux, qui sont très limités pour produire des analyses qui du coup sont aussi limitées. Donc on est encore vraiment au tout début de la data dans le cyclisme. Ouais, du coup, c'est la différence entre data scientist, data analyst. Finalement, ce serait que data scientist, il crée vraiment ses outils, là où l'analyste plus repose sur d'autres outils déjà existants, alors. Ouais, bon, pour faire simple, je dirais que dans le jargon courant, on va dire, de la data, un data analyst va être plus sur la partie dashboarding, donc il va créer des dashboards avec des outils de BI que les gens peuvent connaître, Power BI, Tableau, c'est des outils un peu no-code, low-code qui permettent de développer des dashboards. Ils peuvent aussi coder pour faire de la data visualisation, donc c'est créer des graphiques, etc. Et ils ont plus normalement la connaissance métier, c'est-à-dire que eux ils sont plus dans le storytelling, comment interpréter les données, comment faire des rapports pour prendre des décisions, ce qui est potentiellement le plus important. Mais pour ça, il faut avoir les outils et l'accès à la donnée pour pouvoir faire tout ça. Le data scientist, lui, normalement, il est plus dans la partie modélisation. Donc, il va créer des modèles mathématiques, il va savoir manipuler des modèles prédictifs pour aller faire des prédictions de scénarios, etc. Donc, et il y a encore d'autres métiers autour de tout ça, parce qu'en fait, là, on n'a toujours pas évoqué le métier qui permet d'accéder à la donnée, ce qui est plus un data engineer. Ok. Mais tout ça, il n'y a pas forcément dans le monde du vélo, parce que, comme je disais, il n'y a déjà pas un data scientist par équipe, donc en fait, c'est plus une personne qui est en charge de tout ça dans la plupart des équipes et qui doit être suffisamment polyvalent pour pouvoir accéder à la donnée, créer en gros tous les systèmes d'automatisation de collecte de données, le dashboarding, le reporting et potentiellement aller plus loin sur du prédictif s'il a des compétences de data scientist à ce niveau-là. Ouais, ouais, carrément, parce qu'un un des premiers défis, finalement, ça va être d'organiser toutes ces données-là, où bah, du coup, il y en a énormément en vélo, mais finalement, pouvoir la traiter pour l'analyser derrière et en faire quelque chose, quoi. C'est ça, bah c'est clé et il y a encore très peu d'équipes qui l'ont fait. En réalité, il y a des équipes qui ont des profils data, comme je disais, qui ont en fait pas du tout créé cette infrastructure de collecte de données. Donc en fait, ils sont très limités sur leur capacité d'analyse. Ils peuvent pas franchement transformer la donnée ou ils doivent le faire à chaque projet qu'ils font parce qu'ils stockent pas vraiment tout ça de manière propre. Ils peuvent pas franchement croiser les données non plus de différentes sources parce que si on les stocke pas quelque part pour les transformer, c'est plus compliqué. Et ils peuvent surtout pas faire des projets à grande échelle, comme par exemple j'ai évoqué le projet de détection de talent. C'est pas quelque chose qu'on peut faire sur son MacBook. Ok. Il faut vraiment avoir une infrastructure sur le cloud où on stocke, on processe les données, on les transforme et on applique des modèles prédictifs dessus.
Ok. Et du coup, pour revenir sur l'identification des talents, est-ce que tu peux dire si ça aboutit au recrutement de cyclistes Ouais, bah, c'était vraiment super intéressant comme projet parce que c'était très novateur dans le sens où le recrutement, je pense, dans le cyclisme est très traditionnel et l'est toujours aujourd'hui. Il y avait Zwift qui avait lancé la Zwift Academy, qui, pour ceux qui connaissent pas, globalement, c'est une série d'entraînements, enfin de workouts qui sont quasiment des tests à l'effort qui permettent de profiler les coureurs et qui sont organisés sous forme de compétition. On passe différentes étapes et le vainqueur à la fin a un slot, une possibilité d'intégrer une équipe développement. Euh, on a vu l'intérêt de tout ça et à la fois ses limites parce que y a souvent des coureurs qui sortent de là, parfois très talentueux, souvent toujours très talentueux en termes de watts purement on va dire, et parfois c'est compliqué au niveau de la technique Mm. parce qu'ils n'ont jamais fait de compète parfois sur route en peloton. Et parfois c'est compliqué au niveau de la durabilité, parce qu'un test à l'effort, on va dire, sur la fraîcheur, Mm. dans la chaleur, dans d'autres conditions, c'est quasiment un autre sport en fait, ouais, Zwift, le home trainer, par rapport aux efforts qui sont à faire sur la route. Donc, l'idée, moi, sûrement inspiré notamment par Zwift, j'avais bossé pour Zwift à l'époque, donc c'était d'étendre ça aux données complètes du coureur. Donc au-delà d'avoir ses efforts sur des vraies courses, sur route, c'était qu'on avait aussi tous les efforts d'entraînement et 3 ans d'historique. Donc ça permettait aussi de modéliser en fait la trajectoire du coureur et d'estimer en fait quel était son potentiel vraiment et pas juste euh, son niveau actuel. Ok. Donc, et ça avait bien abouti puisqu'on avait du coup, ça permettait de en fait scouter beaucoup plus large parce qu'à l'époque, l'équipe était capable de suivre que peut-être une centaine de coureurs. Et là, l'idée, c'était de suivre des centaines de coureurs à l'échelle mondiale. Et ça avait permis notamment de confirmer et certains coureurs. Il y avait notamment Kevin Vauquelin qui était ressorti. C'était un coureur qui était déjà suivi par l'équipe, hein, qui aurait probablement signé pour l'équipe. Mais ça a permis de confirmer que c'était un coureur extrêmement talentueux, et encore sûrement plus que ce que l'équipe pensait, de signer sûrement plus vite, peut-être pour plus longtemps. Et il y a d'autres coureurs qui sortaient vraiment du lot, qui n'étaient pas connus du tout par l'équipe, qui ont pu intégrer en fait cette on va dire filière de recrutement où les coureurs étaient suivis après par l'équipe pour potentiellement l'intégrer plus tard. Donc c'était et puis c'est des sujets qui sont vraiment passionnants en plus. Moi j'adore tout ce qui est détection de talent parce qu'il y a plein de facettes à ça et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire pour professionnaliser ça, je dirais, l'approche de sélection des jeunes et essayer de trouver des pépites et le prochain Pogacar. Ouais. Ouais, carrément, parce que depuis, on n'a pas l'impression que c'est un projet qui a eu tant de suite que ça finalement. Non, bah moi forcément j'ai changé d'équipe. C'est des choses que j'ai pu poursuivre par la suite de manière moins publique. Parce que là c'est vrai que c'était un programme qui était ouvert à tous. Publiquement on avait communiqué sur le fait que n'importe qui pouvait intégrer l'équipe. Après moi j'ai pu poursuivre ma carrière dans des équipes plus grosses. Donc Ineos qui n'avait pas encore à ce moment-là d'équipe développement. Ouais. Mais il y avait des choses similaires qui étaient faites en interne de manière plus privée. Parce qu'on on va dire les plus grosses équipes ne cherchent pas forcément à identifier les mêmes talents dans le sens où elles peuvent se permettre de recruter déjà des talents un peu plus mûrs avec des plus gros budgets tout simplement, alors qu'un Arkea, il fallait qu'il détecte une pépite avant que les autres équipes soient capables de doubler la mise. Donc c'est un peu des problématiques différentes en fonction des équipes. Là je suis maintenant chez Red Bull, une équipe qui a 2 équipes développement, donc voilà, c'est encore une autre problématique où cette fois on peut se permettre de détecter aussi, on doit détecter les talents plus jeunes encore. Donc c'est voilà, propre à chaque équipe un peu comment il
faut gérer ça, mais c'est des sujets vraiment passionnants. Ouais. Et du coup, ça me fait penser au fait que j'ai souvent des jeunes qui me demandent l'intérêt d'avoir un capteur de puissance, par exemple, dès les cadets ou en junior, etc. Mais alors, s'ils veulent intégrer, par exemple, un programme de détection comme ça, ou en tout cas, voilà, rentrer dans le schéma d'une équipe qui s'intéresse à eux, finalement, ils regarderont leurs données de puissance et peut-être du coup leurs données de puissance vraiment passées pour voir comment ils évoluent, du coup, et essayer d'imaginer une trajectoire possible de progression, c'est ça? Ouais, bah, après, comme je le disais, il y a très peu d'équipes qui le font de manière encore structurée, hein, Ouais. donc dès les cadets, je dirais, faut pas non plus pousser, même si c'est vrai que enfin, dès les sorties du junior, maintenant, on peut passer dans le Mm. World Tour. Je pense que ce qui est bien, c'est au moins de collecter la donnée, pas forcément avec un capteur de puissance des cadets s'il n'y a pas les moyens ou autre, mais c'est de collecter au moins le volume horaire, juste d'avoir un compteur qui permet de nous regarder aussi justement ces trajectoires en termes de volume d'entraînement. Et c'est après plus la puissance au niveau autour des juniors qui va être intéressante, mais on veut savoir en gros combien, à quel point le coureur s'entraînait en termes de volume par rapport à son âge, ce genre de choses qu'on peut regarder dès les cadets potentiellement. Ok, ouais. Et alors, donc, t'as fait quoi, 2 ans chez Ineos, c'est ça? 4 ans et demi. 4 ans? Ouais. Ah, ok, Ouais, ouais. ouais, ouais, non, Ouais, ça ça passe vite. file. Ouais. Ouais, et donc maintenant Red Bull depuis l'année dernière. Janvier 2025. Ok. Ouais. Et Ouais. maintenant, à quoi ça ressemble un peu ton quotidien chez Red Bull, les projets en cours, je sais pas ce que tu peux évoquer, mais. Projets en cours, ils sont forcément sensibles parce que, bah, comme je disais, il y a tellement peu qui a été fait que forcément toutes les équipes regardent un peu ce qu'on fait à ce niveau-là. Je peux parler de ce qui a été fait plus dans le passé. On n'a pas forcément trop évoqué la partie Ineos, mais globalement, en fait, mon rôle a été similaire, que ce soit Arkea plutôt Ineos, Red Bull, avec des moyens différents, on va dire. Où globalement, l'idée, c'est de construire en fait une plateforme d'analyse de données Mm. qui comprend différents types d'outils, très axés performance. Donc, moi, je présente toujours ça comme des outils d'aide à la décision. Donc, globalement, c'est sur tous les axes de la perf. Je pourrais les citer. Globalement, on a cité déjà la détection de talent, euh, recrutement de coureurs confirmés World Tour, sélection pour les courses, tout ce qui est monitoring de l'entraînement, donc des outils pour les coachs, analyse des courses en amont, pendant, après la course, analyse de la concurrence, choix du matériel, etc. Des aspects plus nutrition aussi, et j'en passe. Tous ces aspects-là, en fait, peuvent être couverts par la data. Enfin, il y a de la collecte de données dans tous ces aspects-là, et il peut y avoir des outils qui peuvent être développés sur mesure pour les équipes pour répondre à des questions qui, en quelque sorte, ne sont pas répondues par les outils commerciaux, comme nous, on travaille avec TrainingPeaks. TrainingPeaks n'a pas vocation à créer un dashboard d'après-course pour les équipes, parce que c'est un outil commercial et ça n'a aucun sens pour leurs utilisateurs. Donc l'idée, c'est vraiment de construire, en gros, ce qui n'existe pas et de créer un avantage compétitif par rapport aux autres équipes pour que l'équipe voilà, puisse utiliser cet outil et prendre des décisions en gros plus informées par la data. C'est pas la data qui décide, bien sûr. J'aime bien le concept de data informed versus data driven, comme on Ouais. dit en anglais, où l'idée c'est non, c'est pas la data qui décide pour l'humain, c'est l'humain qui doit être plus informé, collecter toutes les informations et s'assurer que il a toutes les infos à dispo pour prendre les meilleures décisions dans tous les domaines que je viens de citer, quoi. Ouais. Et toi, du coup, c'est-à-dire que dans un peu tous ces domaines-là, tu dois avoir quand même un minimum de compétences aussi pour bien comprendre les enjeux, les sujets, quoi. C'est ça, et je pense que c'est le gros challenge de pourquoi on est si peu encore au niveau du World Tour. Parce que j'ai expliqué un peu déjà les différentes facettes du data scientist. Je pense que mon métier a complètement dérivé du data scientist. J'ai plutôt un profil data scientist. Là, maintenant, je suis responsable de la data, donc c'est un peu plus ouvert, mais j'ai toujours eu un profil, on va dire, où ça va pas parler forcément aux gens, mais moi je me qualifie un peu de full stack data scientist. Dans le monde du développement, il y a les développeurs full stack, c'est un peu ceux qui sont généralistes, on va dire, dans le développement, qui savent à la fois faire du front-end, du back-end, etc. Et ça, c'était plus une nécessité pour moi, dans le sens où, comme je disais, il y a des budgets qui sont très petits, en fait, en termes de data, Mm. quand j'ai commencé, notamment, où il fallait que je me débrouille tout seul.
Donc, j'allais pas attendre d'avoir un data engineer pour collecter les données et attendre les bras croisés avant de pouvoir entraîner un modèle. Donc, voilà, j'ai développé ces pipelines de collecte des données, automatiser tout ça. Moi-même, j'ai dû me former là-dessus, sur les technologies du cloud, etc. Euh, et donc, il y a déjà toutes ces facettes sur la partie purement data, donc sur la collecte des données où il y a beaucoup d'informatique, on va dire. Il y a tout ce qui est data analyse, où bon, là, c'est des trucs assez courants, donc dashboarding, etc. Il y a toute la partie donc, data science que j'avais couvert sur mes études. C'est plus vraiment sur la partie informatique qu'il fallu former sur le terrain, technologie cloud, etc. Et après, le truc, c'est que dans le vélo, bah forcément, il y a des connaissances qu'il faut avoir qui sont très spécifiques. C'est vrai qu'un data scientist dans le monde traditionnel, c'est plus des applications business. On voit même dans les autres sports, souvent dans le foot, souvent les data scientists sont très impliqués sur le côté business et assez peu impliqués dans le domaine sportif. Donc on va les mettre sur les sujets de billetterie, analyse de profiling des clients, justement de la billetterie, etc. Comment faire plus de revenus, vendre plus de maillots, etc. Et pareil dans le vélo, les compétences, connaissances du métier, ça touche à de la physiologie, sciences de l'entraînement, ça touche à de l'aérodynamisme, ça touche à de la biomécanique. Moi, je suis pas du tout expert en biomécanique, physiologie, rien de tout ça. Tu t'y connais sûrement mieux que moi en physiologie, etc., sciences de l'entraînement. Mais l'idée, c'est que il faut que je sois suffisamment généraliste pour pouvoir, d'une part, comprendre les données, proposer des outils pertinents à ces spécialistes-là qu'on a dans les équipes. Entraîneurs, ils sont souvent doctorants en physiologie, biomécanique ou autre. Et savoir écouter ces experts pour vraiment identifier en gros les besoins qu'ils ont, les outils qui leur manquent, et s'assurer de les développer des outils qui sont vraiment pertinents pour leur job au quotidien, quoi. Ouais, carrément. Et du coup, c'est-à-dire que tu es souvent aussi en autonomie finalement, enfin, sur les projets, c'est toi qui propose des choses plutôt que eux qui te demandent des choses à faire. Comment ça fonctionne Je dirais que c'est assez hybride. Globalement, j'ai toujours été assez en autonomie dans le sens où, de par maintenant en plus mon expérience dans les équipes précédentes, etc., il y a une confiance qui s'est installée et qui fait que le staff, les responsables de l'équipe savent que je sais quelles sont les priorités, qu'est-ce qui est important à développer, c'est un peu un feeling aussi entre il y a beaucoup de projets, parfois normalement la data c'est assez long terme, ça devient assez court terme dans le vélo parce qu'on a toujours en demande d'avoir des choses toujours plus vite. Mais du coup, c'est de savoir où mettre les efforts, sur quel projet. Est-ce que je vais vraiment pouvoir créer un modèle là-dessus, ou est-ce que j'identifie direct que j'ai pas les données suffisantes, que il va me manquer des données. C'est un peu un feeling de est-ce que ça va marcher ou pas. Évaluer est-ce que ce cas d'usage est pertinent, est-ce que ça va vraiment apporter de la valeur pour l'équipe. Donc souvent, je suis assez en autonomie là-dessus sur ce process de décision, et forcément, si le manager de l'équipe va prioriser tout ça aussi, être impliqué dans le process de priorisation, et s'il veut mettre le paquet sur le recrutement cette année, et selon les staffs, selon avec qui j'ai à interagir, selon les projets, il y en a qui sont très force de proposition aussi. Et dire tiens, j'aimerais vraiment avoir ça, et forcément il faut que j'aille dans ce sens-là parce que à la fin on veut qu'ils utilisent nos outils, donc si on n'écoute pas le feedback, c'est sûr que ça marchera pas, quoi. Surtout que parfois il y a un peu cette réticence à la data qui est toujours encore très nouveau dans le vélo, comme j'expliquais. Donc il faut aussi trouver les opportunités de là où on nous laisse de la place pour ensuite progressivement avoir la confiance de l'équipe et pouvoir aller sur des sujets de manière plus autonome, on va dire. Ouais, carrément. Et pour ceux qui seraient intéressés par ce métier-là, qui doit attirer forcément, tu dois le sentir, je pense, sur LinkedIn, etc. Je crois que tu as souvent des demandes, des questions sur ce métier-là. Comment tu le vois évoluer? Est-ce que tu penses que c'est un métier qui a de l'avenir, ou dans le cyclisme, dans le sport de haut niveau en règle générale, il y a encore des places à aller chercher pour ceux qui s'y passionnent et qui s'intéressent, qui aimeraient travailler? Ouais, comme je le disais, il y a encore plein d'équipes qui n'ont pas vraiment de data scientist. Il y a plein d'équipes qui n'ont pas encore compris quel profil recruter, qui ont fait beaucoup d'erreurs. Ça commence à arriver, je pense, la maturité forcément des équipes augmente.
et commence à identifier les profils et à réaliser en fin de compte qu'il y en a très peu actuellement qui répondent vraiment aux critères du fait que, comme je disais, ils peuvent recruter souvent qu'une personne pour faire Ouais. tout et avoir toutes ces compétences-là, alors que dans une industrie plus standard, il y aurait 3-4 personnes à gérer tout ça, quoi. Donc c'est d'autant plus difficile d'identifier les bons profils. Comme tu disais, moi je vois un énorme intérêt de la data dans le cyclisme ou d'autres sports. Moi j'ai énormément de sollicitations de jeunes profils qui souhaitent rentrer dans le milieu, etc. C'est toujours un peu compliqué parce qu'il y a souvent des profils qui ont pas du tout de formation data, donc justement c'est un peu compliqué. Il y a très peu de formation spécifique. En fait, il n'y a pas de formation spécifique à la data dans le sport. Il y a quelques masters, je vois, qui émergent. Ça reste assez généraliste et en fait, je vois que mon profil venir d'une vraie formation data science d'ingénieur en mathématiques, c'est très très rare. Souvent, les gens en fait qui sont dans le milieu actuellement viennent plutôt du monde du sport, Mm. sport scientists qui se sont formés à la data, ce qui est sûrement plus compliqué en réalité, parce que moi qui pratiquais le vélo à un certain niveau, c'était assez facile de comprendre les données que j'analysais. Je pense que c'est beaucoup plus technique d'apprendre et de comprendre tous les algorithmes et différents types de modèles qui peuvent exister. Euh, Toute la partie technique informatique, elle est plus lourde à apprendre. Donc j'étais assez content de voir ça à l'école et d'apprendre plus sur Ouais. le terrain, en fait, la partie sport science, on va dire. Et tous les profils que je vois arriver, du coup, qui me disent ah, j'aimerais rentrer dans le milieu, etc., c'est plus l'inverse des profils sport scientist, pardon, qui se forment à la data, mais c'est vrai que c'est un monde tellement nouveau qu'ils n'ont pas forcément conscience de l'ampleur en fait de la formation qu'il y a derrière. Normalement, Mm. ça n'empêche pas qu'il y ait des profils qui viennent de ce milieu-là qui sont très performants, mais je pense qu'on aura intérêt à laisser rentrer plus de monde du milieu de la data qui viennent d'autres secteurs ou autres. Mais il faut que ces personnes-là aussi se forment Ouais. au sport, parce qu'il ne suffit pas de regarder le Tour de France pour comprendre les Mm. aspects tactiques, les différents aspects qu'il y a derrière tout ça, quoi. Donc, Ouais. c'est la double ou triple compétence en fait qu'il faut réussir à acquérir et trouver le juste milieu, et les bons profils là-dedans, quoi. Donc, Mm. Ouais. Et sur l'évolution du métier, qui tu dois le voir avec l'arrivée de l'IA, etc. Enfin, toi, tu étais arrivé juste un petit peu avant voilà, l'IA générative, ChatGPT, etc. Maintenant, ça a quand même, j'ai l'impression, ça change dans beaucoup d'industries, un gros impact. Comment tu vois justement l'impact de l'IA arriver sur ton métier, les changements à venir, etc. ouais, bah, ça a bouleversé mon métier sur la partie code. Globalement, je code beaucoup moins. L'IA code à ma place en quelque Ouais. sorte. Mais il y a toujours en 2026 cette nécessité de comprendre tout le code. C'est-à-dire que je vois beaucoup de sport scientists justement qui commencent à développer des outils, des applications sans comprendre en fait ce que l'IA fait pour eux. Et ça peut vite devenir dangereux en fait. C'est hyper intéressant pour donner un goût à tout ça, développement d'outils, pour apprendre plus vite. Mais il faut savoir manipuler faut savoir manipuler ces outils de coding via de l'IA, parce que si on se laisse complètement porter, d'une part, il y a un moment où ça explose parce qu'on n'arrive plus à maintenir le projet, il y a des bugs partout et on ne sait pas d'où ils viennent parce qu'on ne comprend pas en fait ce qu'on a construit. Il y a l'aspect sécurité aussi, parce qu'on touche quand même à des données de performance santé, parfois, des coureurs. Donc ça, c'est régulé, on ne peut pas se permettre d'exposer ça au public. Donc ça peut être compliqué. Et en fait, je vois que c'est plus des profils comme le mien qui étaient déjà justement généralistes, full stack, un peu en termes de développement, qui peuvent tirer parti de ça d'autant plus parce qu'en fait, avec la possibilité de guider l'IA de manière très précise pour juste accélérer le process de développement en lui donnant des consignes très claires sur comment développer chaque partie de l'outil, etc. Ouais. Et pas juste dire, allez, développe-moi un modèle de pacing et considérer que l'IA, une fois qu'elle lui sort un plan de pacing, c'est fait, on est content et on n'a aucune compréhension de en fait, ce qu'il y a derrière, quoi. Il faut que la partie ingénierie reste pour s'assurer qu'on ait des modèles
Donc ça évolue énormément et ouais, mon avis c'est que ça aide pour le moment beaucoup plus en fait les ingés expérimentés Mm. qui peuvent accélérer très fort, beaucoup plus fort que des profils moins experts. Donc ça creuse encore l'écart, je dirais, en fin de compte, entre des profils moins techniques et les profils plus techniques. Mais ça ouvre aussi des possibilités, ça peut, voilà, comme je disais, donner du goût à découvrir ce monde-là à d'autres personnes et ça peut permettre de prototyper notamment des solutions de plus rapidement, d'accélérer l'innovation. Donc c'est cool. Ouais. Ouais, carrément. Et est-ce que du coup, c'est aussi, là tu parles vraiment plus du développement d'applications et d'outils, mais est-ce que c'est vraiment intégré aux outils aussi sur de l'aspect modèle ou prédictif Ouais, bien sûr. Bah, après, ça, c'est déjà les choses qui existaient avant l'ère ChatGPT. Ouais. Peut-être pour recadrer ça, donc ce qu'on entend maintenant par l'IA, on met tout dans le même panier. Donc la Generative AI, donc ça c'est ChatGPT, Claude, etc. Ces modèles de langage, c'est quelque chose de spécifique au sein de l'IA. Mais avant ça, tout data scientist en fait a une formation sur notamment tout ce qui est machine learning, qui est une catégorie de modèles prédictifs qui incorpore, en gros, qui ingère des données plus tabulaires, donc en gros des formats Excel, on va dire en quelque sorte. Bien sûr, on utilise d'autres formats pour des volumes de données bien plus importants, mais c'est globalement des données tabulaires de puissance, fréquence cardiaque, des données quantitatives qui peuvent être ingérées par ces modèles pour aller prédire une des variables de ce jeu de données. Par exemple, prédire les watts par kilo dans une montée finale en tenant en compte de plein d'éléments comme données de fatigue, bien sûr les caractéristiques de la côte, données environnementales, etc. Ça, c'est plus du machine learning et qui existait bien avant. C'est quelque chose qui existait bien avant même ma naissance, qui sont typiquement ce que j'essayais d'implémenter. Et donc, on a quelques modèles comme ça qui tournent dans l'équipe, et ça, je le faisais déjà depuis plusieurs années. Là, est arrivé ensuite la Generative AI, qui est, pour faire très simple, une application de ces modèles prédictifs de machine learning et une catégorie très spécifique, tout ce qui est réseau de neurones, deep learning, appliqué au texte. Ok. Et du coup, globalement, je pense qu'il y a une énorme confusion en ce moment sur ce que peut faire le machine learning, où pour moi le machine learning a beaucoup plus de potentiel dans le vélo, parce qu'en fait on a ces données tabulaires, enfin ces données quantitatives de puissance, etc. Tout ce qui est chiffré en gros, ça c'est beaucoup plus, ça a beaucoup plus de potentiel sur tout ce qui est machine learning. Et là on l'a toujours pas exploité, parce que comme je disais, les équipes n'ont toujours pas recruté de data scientists, donc pour la plupart. Donc ça on l'a pas encore exploité, c'est là qu'il y a un potentiel énorme. Et là, on parle déjà d'appliquer du Generative AI. Bien sûr, on en applique en interne aussi, mais les cas d'usage sont presque plus restreints parce que c'est fait pour manipuler du texte et on pourra le réévoquer après, mais il ne suffit pas de balancer des données en quelque sorte dans un modèle de texte pour avoir des réponses pertinentes. C'est-à-dire que le modèle va être capable de générer des réponses, en effet, en se basant sur ces données, mais sans aucune capacité prédictive, qui va essayer d'argumenter autour de ces données, faire une belle interprétation qui est pour des cas d'usage très simples, interprétation de l'exécution d'un entraînement potentiellement, ou plus des analyses encore plus basiques de trend long terme, etc. Selon comment on rentre les données dans le modèle, ça peut suffire. Si on va demander à un modèle comme ça de faire un plan de pacing, je disais, un plan d'entraînement, il va sortir un plan d'entraînement, il va être capable d'argumenter autour de ce plan d'entraînement, pourquoi, du comment, et la vérité c'est qu'il n'aura aucune capacité de dire si ce plan d'entraînement il est bon pour toi, si tu risques de surentraînement, du sous-entraînement, il n'a aucune capacité. Mais il va dire oui, ce plan est parfait pour toi, c'est juste en fait une moyenne de tous les plans d'entraînement qu'il aura trouvé sur internet. Donc ça crée beaucoup de confusion au final, l'arrivée de l'IA dans un monde qui n'est pas mature encore en termes de data. Donc voilà, beaucoup de potentiel. Et attention à comment on l'utilise et comment on l'exploite. Je comprends, c'est la partie immergée de l'iceberg finalement, le Generative AI qui prend toute la place maintenant aux yeux du grand public. En tout cas, quand on pense AI, on
on pense texte et on pense ChatGPT, Claude ou autre, quoi. Et ça porte à confusion parce que je pense que l'humain a tendance à vachement juger par la forme, plus par le fond. Et on a tendance à se faire vachement manipuler par notamment des gens qui sont qui manipulent le langage très bien. Donc on a tous un pote comme ça qui est extrêmement bon à manipuler le langage, qui est très persuasif, qui aura sûrement une carrière incroyable parce qu'il se fait recruter partout. Et sauf que quand on creuse un peu, on réalise que derrière, en fin de compte, c'est plus du bullshit, quoi, comme on dit, capable d'argumenter sur des trucs en une argumentation qui paraît hyper structurée, mais en fin de compte, un vrai expert saurait remarquer la fraude en fait qu'il y a. Et c'est exactement ce que sait faire un modèle de langage, c'est-à-dire qu'il est capable de manipuler le langage à une échelle encore plus folle parce qu'il a accès à tout le texte en gros qu'il y avait sur Internet. Et donc il peut vous enchaîner des arguments implacables jusqu'à ce que on réalise qu'en fait non, derrière c'est juste une belle manière d'agencer des mots entre eux. Et donc faut se méfier et être conscient des capacités, on va dire, réelles de ces modèles-là, quoi. Ouais, c'est pas encore. Alors, on parle d'AGI, je sais pas si tu peux expliquer aussi un peu ce que c'est, mais voilà, des modèles vraiment, une intelligence vraiment plus complète, où là, voilà, ça se limite surtout à du texte, et du coup, je sais pas comment tu penses que ça évoluera dans les prochaines années. Est-ce que ces modèles de texte-là, justement, pourront évoluer vers des modèles encore plus puissants? Oui, mais c'est sûr. Je pense justement, en fait, la combinaison des deux types de modèles que je viens d'évoquer. Il y a tout ce qui est machine learning pour tout ce qui est prédictif. Il y a la generative AI qui est en fait une super interface pour communiquer. Ça nous permet d'échanger en fait potentiellement avec des modèles prédictifs de manière naturelle, avec du langage. Donc je pense que en fait le generative AI, tout ce qui est modèle de langage vont devenir plus une interface pour communiquer, mais ils doivent avoir accès à des outils, à des capacités prédictives pour vraiment être capable de faire en quelque sorte des simulations, être capable d'évaluer l'impact de leurs suggestions de plans d'entraînement par exemple. C'est un peu le concept des world models qui arrive avec Yann Lequin, le français qui était responsable de l'IA chez Meta, qui a quitté pour créer un laboratoire vraiment ciblé là-dessus, où lui-même a été un des pères fondateurs du machine learning, de ces langages ces modèles de langage, et essaye de montrer au monde entier que tout le monde se trompe sur les capacités de ces modèles et qu'en fait il faut passer déjà à la génération suivante sur laquelle ils bossent, qui sont en fait ces modèles qui seraient capables en quelque sorte prédire les conséquences de leurs actions, comme pour des voitures autonomes par exemple, être capable de dire ok, dans cette situation, un enfant qui traverse la route, un modèle de langage qui piloterait une voiture ferait le comportement average, la moyenne de ce que les autres voitures auraient fait ou ce qu'il a pu voir sur le web. Sauf que là, il faut plutôt prédire que si je tourne le volant à gauche, je vais me cracher contre une voiture. Si je le tourne à droite, je risque de toucher un enfant, quoi. C'est quoi la conséquence? Comment j'arbitre entre ces choses-là? Et c'est des choses qui sont primordiales pour se confronter en fait à la vraie vie et pas juste rester dans une dimension de langage qui en fait manque de réalité et qui pour plein de cas d'usage est en fait très très limité encore actuellement. Ok, ouais. On n'y est pas encore alors. Et ça va arriver très vite. Ouais. Et ça me fait un peu basculer sur CoachBuy parce que tu évoques le fait que justement ces modèles de langage sont une bonne interface justement avec des outils de machine learning ou des outils un peu plus poussés qui peuvent aussi prédire l'impact de certains choix, etc. Et du coup, pour revenir un petit peu sur la genèse de CoachBuy, où voilà, moi j'ai bien codifié ma méthode d'entraînement, fait des séances, une grosse bibliothèque de séances selon certains objectifs pour travailler les seuils, pour travailler le VO2 max, pour travailler les sprints, etc. Et que voilà, moi je suis venu te voir en me disant, tiens, j'ai tout ça de côté, qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce que c'est possible justement de le connecter à des outils pour que derrière ça puisse, en utilisant ma méthodologie et mes séances, finalement construire un plan comme moi j'aurais pu le faire. Et
Et toi, ça t'a parlé directement, tu as tout de suite compris l'intérêt de l'idée et la possibilité derrière qu'on pouvait en faire. Et voilà, maintenant, avec une application, du coup, avec une interface texte et derrière des outils que toi, tu as pu mettre en place pour construire un plan et en se basant sur la méthodologie d'un vrai entraîneur, mais aussi du coup en utilisant l'intelligence artificielle derrière qui peut prendre des décisions et construire un plan réaliste pour progresser, quoi. Ouais, bah, c'est ça, mais je pense que pour faire le lien avec ce qu'on vient d'évoquer, j'étais un peu sceptique sur la possibilité d'aller si loin qu'on est déjà arrivé avec CoachBuy parce que je voyais énormément de solutions IA qui sortaient ces dernières années, de coaching IA, etc., qui faisaient exactement ce que je viens de citer qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire se contenter d'injecter des données dans le chat GPT et considérer que c'est bon. À partir du moment où on a une réponse qui m'a l'air plausible, et en fait, pour quelqu'un qui comprend qu'est-ce qu'il y a derrière un modèle de langage, et je viens de l'expliquer pourquoi, on sait que c'est pas suffisant, parce que oui, ça sort un plan générique, mais il n'y a aucune capacité de savoir si ce plan est bon pour toi, quel est l'impact de tel entraînement sur ta fraîcheur, déjà, est-ce que tu es capable d'aller au bout de cet entraînement? Parfois, il peut te sortir une super séance, elle a l'air incroyable, super structurée, mais en fin de compte, tu te rends compte que la deuxième série, ça passe pas. Ou alors, sur le long terme, plutôt se dire que est-ce que c'est vraiment les meilleures successions de séances qui vont m'amener à l'état de forme et de fraîcheur dont j'ai besoin pour arriver à telle course. Donc, c'était pas les bons modèles, mais ont émergé un peu tous ces théories autour des world models, des agents IA qui permettent de se rapprocher de ces world models. Et quand tu es venu me voir du coup à ce niveau-là, je me suis dit, en fait, il y avait pas mal de coachs qui s'intéressent à ça, tout le monde aimerait avoir un coach IA, etc. Seulement toi, tu es un peu le cas parfait du coach où tu as déjà documenté tellement ta méthodologie, c'est tellement structuré, tellement propre que déjà de fournir ça à une IA comme contexte, c'est déjà un super premier pas. Et l'idée, c'était de combiner ça avec ce que j'ai cité avant, donc tout ce qui était modèle prédictif, pour pouvoir donner une capacité au modèle d'IA, et en l'occurrence à la suite d'agents IA ici, de voir l'impact du plan d'entraînement, d'une séance en particulier, sur cet individu en particulier, en ayant accès à ces données, en ayant profilé le coureur, on pourra revenir là-dessus après, pour vraiment avoir un plan qui est vraiment individualisé et et dont on peut en fait prédire les conséquences. Bien sûr, on n'a pas une capacité à savoir exactement l'état de forme du coureur à l'instant T, mais on s'en rapproche, quoi. Ouais, carrément. C'est quelque chose qu'on peut voir d'ailleurs directement sur l'application CoachBuy avec les graphiques de forme et de fitness, etc. On peut voir l'impact du plan jusqu'à un objectif ou plusieurs courses, s'il y a plusieurs courses, ou s'il n'y a même pas de course, si c'est juste pour progresser. Ouais. C'est ça. Et tu parlais du profiling aussi, c'est une des premières choses finalement qui est faite sur l'application où on peut récupérer toutes les données passées, les analyser, et toi, derrière, tu peux faire un profil de ce coureur-là particulier. C'est ça. Si on reprend du coup dans la manière chronologique un peu du processus qu'il y a derrière CoachBuy, c'est ça. Le premier truc, c'est tu connectes tes données. Là, actuellement, on travaille avec Intervals. On est en train d'intégrer toutes les sources de données classiques. À partir de ces sources de données-là, je peux profiler un peu de la même manière que je le ferais dans le cadre de mes missions en équipe World Tour, mais de profiler le coureur pour avoir une idée claire de son état de fitness, de forme actuelle, de son entraînement récent. Est-ce qu'il repart de zéro? Est-ce que il a déjà une bonne base de foncier pour savoir où commencer? Et aussi de son entraînement plus sur le long terme pour savoir si est-ce que c'est un ancien coursier qui reprend après une phase de coupure ou une année sabbatique ou je ne sais quoi, ou est-ce que c'est quelqu'un qui part vraiment de zéro? Pour vraiment exploiter la donnée au maximum, bien sûr, profiler aussi en termes de capacité physique, est-ce qu'on est plus sur un profil puncher, grimpeur, etc.
Et ouais, de voir vraiment qu'est-ce qui a été travaillé à l'entraînement jusque-là pour proposer ensuite une stratégie qui est la plus fine possible. Je pense que le deuxième volet, c'est aussi donc d'où il part, le profil de l'athlète, mais c'est aussi qu'est-ce qu'il veut faire, l'objectif de cet athlète. Et là, donc, c'est plus analysé. On vous permet de mettre le GPX de votre course. On est en train d'améliorer tout ça pour faire ça de manière encore plus fine. Mais l'idée, c'est vraiment de partir de l'événement, de cette course, qui est votre objectif, surtout les objectifs principaux, pour que l'entraînement soit vraiment adapté à ça. Et c'est comme ça qu'on travaille dans le World Tour. Et bien sûr, ça a dû être adapté au grand public, mais l'idée, c'est toujours de repartir des demandes, en anglais on dit demands of the event, c'est une demande physiologique en fait de la course. Alors, est-ce qu'on veut préparer le Tour de France ? On doit analyser d'abord le parcours du Tour de France de l'année prochaine. Dès que j'ai accès au parcours du Tour de France, j'analyse le parcours pour voir en quoi il diffère des autres années, quels sont les efforts clés qui devront être faits, là où ça va se jouer. Est-ce qu'il y a du chrono ? Est-ce que quelle durée des efforts en montée ? Quelle intensité on pense que ça va être monté ? Est-ce qu'il y aura un impact de l'altitude, de la chaleur ? L'accumulation de fatigue, un bloc d'enchaînement de grosses étapes, etc. On peut le faire aussi à l'échelle de l'athlète amateur, où il faut qu'il se prépare spécifiquement à une course. C'est le principe de base de l'entraînement, la spécificité. Et donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de trouver le juste milieu entre le profil du coureur et ceux qui préparent, quoi. Ouais, carrément. Et il peut voir justement son profil. Il y a une interface où sur différentes qualités physiologiques, il y a un système aussi de niveau que tu as développé où on peut voir comment on évolue sur nos différentes qualités, ce qui nous permet d'aller un petit peu plus loin sur l'aspect progression que seulement voir comment nos entraînements évoluent ou même nos performances en course. Là, on peut aussi voir un peu plus finement, grâce à ce que tu as développé, comment on progresse sur différentes qualités. C'est ça, il y a une vue qu'on appelle la Digital Twin, donc qui est un jumeau numérique. C'est très à la mode ce terme, mais globalement, ça permet de modéliser où vous en êtes actuellement. Vous pouvez voir même l'historique de l'évolution. C'est assez fun de pouvoir utiliser le slider pour voir à quel point vous avez progressé sur les 6 derniers mois, sur différentes capacités physiques. Et on est en train de l'étoffer au fur et à mesure, ça devient de plus en plus complet. Pour voir où vous en êtes. Et en fait, le plan d'entraînement, donc, comme tu disais à côté, il y a ces niveaux pour les différentes catégories de filières, on va dire type d'entraînement, filière énergétique, qui permet en fait de s'assurer que c'est même pas qu'une question de niveau absolu, c'est niveau relatif au coureur, c'est-à-dire est-ce qu'il est en train de reprendre après une coupure, s'assurer qu'il va pas avoir le même entraînement de VO2 quand il reprend l'entraînement que quand il a déjà pu s'enchaîner 2-3 blocs de VO2, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un processus adaptatif et à la fois une partie de fun pour remettre aussi du fun là-dedans avec cette progression par niveau qui permet de voir comment on progresse et parfois on doit relâcher un peu, on régresse, mais d'être assez objectif sur là où on en est. Et d'avoir un entraînement qui s'adapte vraiment, on peut parler d'hyper-personnalisation de l'entraînement là, avec toute ta banque de séances qui était déjà suffisamment large en fait pour pouvoir varier, on va dire, les entraînements de cette manière. Ouais, carrément. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est super important dans l'entraînement aussi, finalement, au-delà de mettre les bonnes séances, etc., il n'y a pas de... Le meilleur plan, c'est celui qu'on exécute, c'est celui qui nous motive et celui qu'on va faire. Si on a un super plan théorique mais qu'on ne le fait pas parce qu'on perd la motivation, il ne fonctionnera pas. Et c'est vrai que je trouve que c'est top dans l'application, c'est que c'est aussi joli et que c'est motivant justement d'avoir ces indicateurs-là, d'avoir aussi des bilans tous les mois qui nous permettent de savoir où est-ce qu'on en est, comment on progresse et comment notre entraînement évolue. Et ouais, ça, je trouve ça génial pour avoir justement cet aspect motivant. C'est un des avantages d'avoir un vrai entraîneur qui est là au quotidien avec nous, qui peut être derrière nous et qui va forcément nous motiver indirectement. Et c'est ce qui peut nous manquer du coup quand on s'entraîne tout seul, qu'on a seulement peut-être intervals.icu ou Strava, où voilà, c'est quand même plus limité en termes de motivation et de feedback, de compte à rendre entre guillemets, quoi, parce que là sur l'application, si on s'engage,
déjà qu'on paye tous les mois et puis qu'on a nos bilans, etc. Forcément, on veut voir nos bilans s'améliorer, on veut voir nos différentes qualités progresser. Et ça, je trouve que ça a un impact énorme sur la progression. Et c'est ce qui permet à des personnes qui n'avaient pas forcément les moyens peut-être aussi d'avoir un coach, d'avoir accès justement à ce petit bonus qui leur permettra de progresser encore plus, quoi. Mais c'est vrai qu'on a poussé le design sur quelque chose de très premium, qu'on avait l'habitude un peu des acteurs historiques qui n'ont pas forcément fait évoluer le design depuis des dizaines d'années, et toutes les API qui sortent où il n'y a pas vraiment d'IA dedans, mais on voit très vite qu'elles ont été codées par l'IA et le design est assez catastrophique. Les qualités des métriques et de ce qu'il y a derrière est aussi laisse souvent à désirer. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont été déçus par pas mal d'apps là, qui sortent en ce moment. Donc l'idée, c'est de faire quelque chose de très premium, à la fois sur la partie métrique qu'il y a derrière, qui est continuellement en amélioration. Je pense que les bilans mensuels, les gens vont quasiment voir à chaque mois des nouvelles métriques apparaître et que ces bilans deviennent de plus en plus intéressants, de plus en plus complets. À la fois du coup en termes de métriques et en termes de design, où je pense qu'on a réussi à pousser le truc pour aller vraiment chercher quelque chose de très moderne avec cet aspect digital twin et vraiment avoir une expérience très premium de l'utilisation que les utilisateurs méritent. Ouais, carrément. Et en plus, t'as pas évoqué le développement de SportSense AI, ça fait plusieurs années que tu travailles dessus? Ouais, donc ça c'est dans le cadre de Sport and Data. Donc j'avais développé déjà un premier outil grand public qui reste très niche dans le sens où c'était plutôt à l'ère ChatGPT qui arrivait. Donc moi j'ai sorti SportScience AI qui est un chatbot de veille scientifique pour les professionnels du sport. Donc tous les métiers en quelque sorte qui doivent se tenir à jour sur la science du sport. Donc, il y a beaucoup de chercheurs, étudiants en sport science qui font leur doctorat. Il y a beaucoup de coachs qui veulent se maintenir à jour sur voilà, tous les nouveaux papiers qui sortent. Nutritionnistes, physiologie, kiné, médecins du sport. Voilà, tous ces métiers qui gravitent autour de la science du sport qui doivent se tenir à jour. C'était de plus en plus compliqué pour eux de le faire parce qu'il y a une quantité de papiers scientifiques qui sortent qui est assez énorme. La qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Et c'est les outils traditionnels de recherche. C'est toujours des moteurs de recherche à l'ancienne par mots-clés. Donc si vous ne tapez pas exactement le bon mot-clé, surtout c'est un vocabulaire assez technique, parfois dans les papiers scientifiques, souvent en anglais, vous tombez sur tout plein de papiers qui ont ce mot-clé-là, mais qui ne sont peut-être pas du tout liés à ce que vous étiez en train de rechercher. Donc là, l'idée, c'est de faire une recherche sémantique. Donc globalement, c'est comme un chat GPT, seulement qu'il est connecté à une base de données de papiers scientifiques de plus de 300 000, maintenant on doit être à plus de 400 000 papiers scientifiques de sciences du sport. Donc vous avez en fait un chatbot qui vous répond uniquement en se basant sur la science du sport, en citant ces papiers, et une interface qui vous permet ensuite d'explorer ces papiers scientifiques, d'aller plus loin, de filtrer par sport, par année de publication, etc. Et donc on a intégré ça en fin de compte dans CoachBuy. Ce qui permet aux utilisateurs, en fait, quand ils posent une question, on va dire plus théorique, un exemple, c'est comment faire un stage en altitude. Ça va regarder dans la méthode du coach. Est-ce que Mathieu, dans sa méthode, a évoqué les stages en altitude? Ça reste un peu niche pour la plupart des cyclistes amateurs, donc peut-être qu'il n'a pas évoqué ça dans sa méthodologie. Donc ensuite, ça va chercher via Sport Science AI. L'agent IA est capable d'aller chercher et de voir que, voilà, il sort les 10 meilleurs papiers en matière d'entraînement de l'altitude. Il va pouvoir citer ces papiers directement dans CoachBuy. Dire voilà, il faut passer telle durée à tel niveau d'altitude pour avoir les effets bénéfiques. Si c'est pertinent, il le met dans le contexte. Et c'est là la force de CoachBuy, c'est que c'est vraiment plein d'outils mis à disposition de l'agent IA qui permettent de tirer parti d'un contexte énorme, parce que là, globalement, votre stage d'entraînement, au-delà de vous dire que c'est tant de temps à telle altitude, il est capable de vous le dire exactement où dans votre plan ça fit. C'est-à-dire là, en fait, vous avez 3 semaines avant tel objectif qui pourrait fonctionner, et il est capable de vous planifier du coup et de vous dire exactement où planifier ce camp en altitude.
Donc, c'est un peu la force de Coach By, c'est vraiment d'avoir accès à la fois à la méthode du coach, à la fois à Sport Science AI pour tout ce qui est question un peu plus scientifique, qui demande de se baser sur la science, à tout votre contexte de données, parce qu'on n'a pas parlé trop du volet analyse de données, à part les reporting mensuels. Mais toujours mettre ça tous ensemble dans son contexte pour pouvoir vraiment vous donner une interprétation vraiment poussée, quoi. Ouais, non, ça c'est super puissant parce que ça permet vraiment d'avoir des réponses fiables, précises, et puis d'avoir en plus les sources, et puis d'aller au-delà de la méthodologie du coach sur des questions vraiment plus précises et qui vont au-delà des basiques de l'entraînement. Donc vraiment top comme ajout. Et justement, ouais, c'est vrai, sur la partie analyse, il y a aussi tout ce qui est puissance critique, des choses que tu avais déjà pu développer auparavant sur l'analyse dynamique de la puissance critique et de l'évolution de celle-ci. Ouais. Ouais, notamment, c'est-à-dire que ce qu'on expliquait avant, on va pas demander juste à un chatbot et lui balancer des données de test et lui dire vas-y calcule-moi ma puissance critique. Il va ressortir un chiffre, ça c'est typiquement le truc qui marche pas très bien. Parce qu'il sait pas comment en fait la relation puissance critique, les données de test, comment il faut transformer les données exactement pour le faire, donc sortir une ânerie globalement. Donc là l'idée c'est qu'on a un moteur derrière qui permet de simuler en se basant là plutôt sur les données réelles, parce que il y a très peu de coureurs qui font des tests. On va pouvoir intégrer ça aussi, la possibilité de laisser aux gens de rentrer des données de test s'ils en ont fait. Mais l'idée, c'est vraiment de détecter les efforts maximaux que vous avez fait, que ce soit en course ou à l'entraînement, par votre courbe de puissance entière, pour simuler et estimer votre puissance critique, mais pas seulement la puissance critique, ça va bien au-delà. Il y a tout ce qui est W prime, Pmax, on peut estimer votre VO2, etc., et différents métriques à partir de ça qui vont constituer avec ça et d'autres choses qui vont constituer en fait votre digital twin et dont le chatbot aura accès, dont tout l'entraînement est en fait basé relativement à votre puissance critique notamment, pour s'assurer que voilà, globalement à chaque entraînement on réestime cette puissance critique, est-ce qu'elle évolue à la hausse, à la baisse, avec une méthode bien plus sophistiquée que ce qu'on peut voir sur les autres plateformes à ce niveau-là, pour vraiment prendre en compte les efforts maximaux, les efforts plus récents. Et globalement, c'est ce qu'on fait sur à peu près tous les aspects en fait, de l'analyse, en vraiment s'assurant que le chatbot ait accès à des données et pas juste lui balancer en fait des données dans son contexte, mais en s'assurant qu'il y ait des vrais modèles de simulation derrière, modèles physiologiques parfois, modèles prédictifs pour d'autres cas d'usage. Je pense qu'il y a un autre exemple qu'on peut donner, c'est tout ce qui est HRV, c'est le bon test généralement des applications IA. Quand j'ai pu avoir l'occasion de tester des applis, on en voit partout en ce moment, c'est assez fou. C'est de voir comment ils réagissent sur notamment l'interprétation du HRV. Et c'est assez intéressant parce que même au niveau humain, je dirais dans les équipes World Tour et autres, on a encore beaucoup de mal à l'interpréter parce que ça demande du temps. Ça demande de toujours mettre tout ça dans un contexte global parce que le HRV, voilà, c'est quelque chose qui fluctue. Alors, ça peut être le stress qui peut l'impacter, l'alcool, c'est la charge d'entraînement. Ça a tellement de facteurs qui peuvent l'impacter que si on met pas ça dans un contexte, voilà, c'est pas interprétable. Et là, la force de l'IA, une IA classique, on balance des données de HRV dans un chatbot, dans un chat GPT ou autre, va nous dire oh votre HRV est super bas, alors qu'il est même pas bas, c'est juste qu'il est bas par rapport au standard de ce qu'il a pu voir sur internet, mais en fait c'est très individuel, donc il a même pas regardé la baseline de ce coureur-là. Il veut dire n'allez pas vous entraîner, repos pendant une semaine. Parfois c'est des choses comme ça, d'un extrême à l'autre, où il a aucune connaissance en fait de la tendance court terme de ton HRV, il a aucune connaissance de ta baseline, dans quelle zone tu évolues naturellement, il a aucune connaissance de ce que tu as fait la veille. Et du coup il va te faire des recommandations hyper drastiques où nous en fait tous les matins il y a une évaluation de ce HRV dans un contexte de qu'est-ce que tu as fait la veille en termes d'entraînement. On va essayer de raffiner, là on est en train de collecter beaucoup plus de données pour avoir même ce qui a été fait en dehors de l'entraînement, de
de ton feedback subjectif, de ce que tu as report la veille en termes de feedback de ton entraînement, ce que tu as à faire aujourd'hui. Il va jamais te dire va pas t'entraîner aujourd'hui parce que ton HRV est bas. Ouais. Il va dire aujourd'hui tu as une séance de VO2, ton HRV est très bas par rapport à ta baseline, il va te dire clairement 30% en dessous de ta baseline. Écoute tes sensations. Si ça ne va pas aujourd'hui, on peut basculer sur une séance d'endurance et décaler la séance d'intensité pour demain, quoi. Et donc l'idée c'est vraiment de tout mettre dans son contexte. Pareil pour le feedback après les entraînements, il y a énormément de contexte qui lui est donné. Et ça va bien au-delà de ce qu'on peut voir sur un Strava en termes d'analyse, qui sont juste capables de nous dire ce qu'on a fait. Et parfois on sent même des erreurs à ce niveau-là, quoi. Donc, Et même par rapport à un coach humain qui n'a pas le temps de regarder chaque matin les données de son athlète, potentiellement voilà, sur le HRV, etc. C'est quand même une charge de travail. En plus, analyser en plus derrière les feedbacks, etc. C'est énormément de données là où l'IA est super puissante, c'est qu'elle peut prendre toutes ces données-là, être disponible H24 pour les analyser, répondre et être disponible pour échanger quand l'athlète est disponible lui-même pour échanger, ce qui n'est pas forcément le cas quand on a un entraîneur humain. Il faut que les deux soient disponibles pour échanger. Là, 24 heures sur 24, finalement, l'IA, elle est là, quoi. C'est ça. Et pour typiquement ce genre de cas d'usage, les HRV ou autres, même dans le World Tour, l'entraîneur n'a pas le temps de regarder ça tous les matins. Donc c'est vraiment le cas d'usage typique des choses qui peuvent automatiser via l'IA en lui donnant exactement les consignes de comment interpréter tout ça, le contexte qu'il faut, les données préparées comme il faut. Et en fin de compte, vous avez accès à du coaching un peu plus élevé parfois une analyse, une interprétation des données plus élevé que ce qui peut être fait au niveau World Tour. Donc ouais, je pense que c'est vraiment une des forces principales de Coach By aussi. Ouais, carrément. Bah, puis même l'analyse des séances qui se fait journalière après chaque sortie, dès que la sortie arrive sur la plateforme, elle est analysée et derrière elle peut permettre d'adapter le plan éventuellement si besoin ou voilà, juste d'avoir un retour sur sa séance et comment on l'a réalisé, quoi. Ouais, ça c'est ce qui est fait de manière automatique. Et après, il y a toutes les questions ad hoc sur mesure que vous pouvez poser via le chatbot. Donc, c'est-à-dire que pour le moment, tout un tas de questions qui sont posées. Toutes les semaines, on ajoute des capacités supplémentaires au chatbot d'analyse de données. Mais si vous voulez comparer 2 semaines d'entraînement, si vous voulez lui demander un état analyser votre semaine passée, analyser votre état de fraîcheur, etc. Il est capable de le faire directement à la demande via le chatbot. Et c'est la grosse différence, et je pense que c'est une première dans le sport d'endurance en termes d'intégration de l'IA. C'est-à-dire que jusque-là, ce que vous avez pu voir en termes d'app IA, les 3 quarts n'ont pas d'IA. Donc si vous voyez une plateforme qui vous propose en plus un plan d'entraînement pour moins de 5 € par mois, c'est probablement qu'il n'y a pas d'IA du tout dedans. Ça est probablement que ça a été codé entièrement par l'IA et que vous devez être très vigilant sur les plans qui en ressortent. Il y a quelques plateformes qui commencent à avoir intégré, et encore j'en ai pas beaucoup en tête, un chatbot conversationnel qui est purement là pour répondre à des questions, mais qui est absolument pas capable de prendre des actions sur la plateforme. C'est pas vraiment un agent IA, c'est vraiment plus le type d'IA qu'on a l'habitude de voir un peu partout, conversationnel. Et après, il y a les plateformes qui ont intégré de l'IA de manière hyper, on va dire, secondaire à des endroits très précis sur une prédiction de ci, une prédiction de ça. Mais c'est jamais été encore si central sur une plateforme d'endurance où là, on a vraiment un chatbot IA qui est un agent qui a une capacité, un accès à tout un tas d'outils qui lui permet, depuis l'agent, de planifier, mettre à jour, corriger votre plan d'entraînement. Donc, vous voyez directement en fait, sur le calendrier le chatbot mettre à jour vos séances. Avec cette capacité de voir, parfois, donc, il va piocher dans les séances du coach, il va vous alerter si vous lui demandez des choses qui sortent du cadre de la méthodologie du coach, tout en vous permettant quand même de le faire si vous insistez, et tout en vous alertant si là vous dites 3 séries de ça et on voit que globalement c'est juste pas faisable pour vous. Donc il y a toute cette partie planification, toute la partie du coup analyse qui se fait aussi dans le chatbot. On avait évoqué Sport Science AI, donc les questions où il vous cite les sources directement dans le chatbot, il peut vous générer des graphiques directement dans le chatbot, donc c'est vraiment une place centrale qui vous permet de
complètement interagir via ce chatbot-là. Ouais. Et tout ça a un coût aussi, finalement. Comme tu disais, une application qui est à 5 euros par mois, probablement que c'est pas possible d'intégrer tous ces outils-là parce que derrière, ça a un coût, quoi. Ouais, c'est ce qu'on appelle même celles, je dirais, qui sont à 5 euros par mois, je dirais, c'est probablement juste codé par l'IA. Donc c'est vraiment ce qu'on veut pas, en fait. C'est entièrement codé par l'IA, ça se voit généralement assez vite au design. Et puis les autres, c'est, comme je disais, ce qu'on appelle un peu des ChatGPT wrappers. Ouais. C'est-à-dire que globalement, c'est prendre ChatGPT tel quel, on lui balance les données de l'athlète. Déjà en termes de RGPD, etc., pour ceux qui sont sensibles à ça, c'est pas très propre. Mais c'est juste pas pertinent non plus. Voilà, c'est impressionnant la première fois, waouh, capable de répondre, mais en fin de compte, il a absolument pas tout le contexte et toute l'ingénierie de la donnée en fait qu'on a derrière CoachBuy, où il va préparer les données, comme je disais pour le HRV, en s'assurant qu'il ait accès à votre tendance sur les 7 derniers jours, peut-être sur une tendance plus long terme, à votre baseline, où vous êtes par rapport à d'habitude, et à des outils prédictifs, etc., qu'on a déjà évoqués, quoi. Donc c'est vraiment la grosse différence, et ce qui a encore jamais été fait dans le monde du sport d'endurance, et qui vous donne accès vraiment à un service très premium, quoi, d'analyse des données. Et c'est comme si vous avez un data scientist World Tour à la maison, un coach très haut niveau à dispo, et il y a des fonctionnalités supplémentaires qui arrivent dans les d'autres domaines, donc je vous laisse deviner, mais qui vous donnent quasiment accès à un staff complet autour de votre performance 24/24 en fait. Ouais, carrément. Donc ça, ouais, forcément, ça a un coût. Mais si on remet ça au coût du staff complet, c'est dérisoire finalement. Et même voilà, un entraîneur, aujourd'hui, c'est peut-être en moyenne 150 euros par mois. Et on a seulement un entraîneur. Finalement, voilà, pour une fraction de ce coût-là, on a accès presque à un staff complet, quoi. C'est ça. Et donc, on est en train de bosser sur une solution encore plus abordable qui donnera pas forcément accès à autant de capacités IA, parce que c'est ce qui coûte le plus. Mais toute la partie automatique d'analyse des workouts via l'IA, toujours sera disponible. C'est plus que l'interaction chatbot IA peut-être qui pourra être optionnelle pour ceux qui veulent pouvoir accéder à toutes ces fonctionnalités à moindre coût. Et ouais, je pense que ça va permettre de démocratiser encore plus l'accès à une analyse premium et à du coaching de coach très premium à ce niveau-là. Ouais, parce que de toute façon, tout le monde le remarque. Tous ceux qui utilisent par exemple ChatGPT remarquent qu'on a des limites quotidiennes. Voilà, c'est parce que sur une version gratuite, tout ça derrière, ça a un coût énergétique, tout simplement. À chaque question posée, c'est pas gratuit énergétiquement. Donc c'est pour ça que ça peut être une option pour CoachBuy de réduire un petit peu le coût d'entrée avec une version peut-être un peu plus basique sans autant de possibilités d'interaction avec le chatbot, quoi. C'est ça. Et une autre question aussi qui revient souvent, c'est de connecter Claude, par exemple à Strava, maintenant qui est possible, via un MCP. Est-ce que tu peux un peu expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne? Est-ce que voilà, du coup, il y en a beaucoup qui essayent ça. Et quels sont les avantages et peut-être les limites aussi de passer seulement par ce biais-là? Ouais, c'est ce que j'ai expliqué précédemment. Globalement, c'est que ce soit du Claude, que ce soit du ChatGPT. Il y a pas mal d'applications qui se mettent à proposer, donc Strava, Garmin, je crois l'ont fait aussi, Nolio aussi, des MCP. Globalement, c'est une API, c'est un accès programmatique à la donnée qui permet le MCP est plus spécifique à l'agent IA, qui lui permet facilement de récupérer les données. Ça lui permet d'avoir en contexte plus de données et de pouvoir faire ses interprétations dans le contexte des données de l'athlète. Le problème, c'est que ça balance les données en vrac dans le contexte de l'agent. Donc d'une part, ça consomme des tokens et tout. Il faut avoir une version payante de Claude pour faire ça, pour pouvoir avoir ce connecteur-là, de Strava aussi. Et ça ne résout pas le problème qu'on vient de citer. Ça peut permettre de répondre à des questions simples. Mais le problème, c'est que ça ne permet pas de répondre aux questions plus complexes. Donc plan d'entraînement, vous oubliez. Il va le faire. Il va vous répondre, il va vous faire un plan d'entraînement. Plan de pacing, il va y aller à fond. Il va vous donner un plan de pacing. Le problème, c'est que à votre étape du tour, en haut du deuxième col, vous allez exploser.
où vous allez vous rendre compte que le plan est à côté de la plaque complet. Parce qu'il n'a aucune capacité de simuler ça. Donc, c'est vraiment ce que j'expliquais avant. Et le vrai problème de tout ça, c'est qu'il ne va pas vous le dire. C'est-à-dire qu'il va vous balancer le plan. Il va vous balancer le plan de pacing. Il va vous balancer le plan d'entraînement. Il ne va jamais vous dire ça, je ne sais pas faire. Il va y aller à fond. Il va vous donner un argumentaire que vous allez de là, génial. Enfin, meilleur que votre coach s'il ne manipule pas aussi bien le langage que Claude. Et en fin de compte, vous allez rentrer de votre sortie, dire en fait, j'ai pas réussi à faire cette séance. Et va vous changer tout votre plan. Et oui, bien sûr, c'était trop dur. Boum, il ajuste tout. Ouais. Et on passe d'un extrême à l'autre. Donc, il se base d'abord sur. Globalement, en fait, un modèle de langage, ce que je disais, c'est un peu la moyenne de ce sur quoi il était entraîné. C'est-à-dire tous les articles web, bas de gamme ou autres, avec. Parfois, il y a du très bien, il y a du très mauvais, et il fait pas de tri. Qui va sortir un plan d'entraînement qui est en fin de compte générique, qui est la moyenne de tout ce qu'il a trouvé sur Internet. Et le problème, c'est que si vous lui donnez du contexte, il va affiner, etc. Mais il va jamais être capable de simuler ça, en fait. Et le deuxième truc, c'est quand vous commencez à lui donner du feedback, il va passer d'un extrême à l'autre pour juste suivre votre mood du moment, on va dire. Et c'est à l'antithèse d'un peu de, je pense, ta philosophie de l'entraînement et de la plupart des coachs, où changer de méthode tous les 3 jours, ça a rarement été bénéfique, on va dire. Ouais. Et c'est un peu à l'antithèse de ce qu'il faut faire en fin de compte pour progresser. Donc c'est ça le vrai danger, je pense, c'est qu'il va jamais vous... C'est très dur de voir la limite. Et c'est facile pour quelqu'un comme moi qui comprend ce qu'il y a derrière un modèle de langage, de voir ça, je peux le faire avec un modèle de langage, ça, je peux pas. Et en fait, le modèle, il va jamais vous dire ce qu'il peut pas faire. Il va le faire. Il va le faire sans aucune capacité à le faire. Et avec une super capacité à vous dire qu'il peut le faire. Très convaincant. Très convaincant, Ouais, et puis ce que j'aime bien dire aussi, c'est que l'IA n'a pas de conviction par rapport à moi, par exemple, ou n'importe quel entraîneur qui a un peu d'expérience, qui a aussi soit pratiqué sur lui, plus beaucoup lu la littérature scientifique, etc. À force, on développe des convictions. Il y a quand même certains sujets où voilà, on va plus croire que d'autres et développer une méthodologie cohérente. Et je pense que c'est ça qui est vraiment important pour progresser, c'est de se tenir à une certaine méthodologie sur le long terme, parce qu'en cyclisme, on ne progresse pas comme ça en quelques jours, en quelques semaines. On doit s'y tenir sur le long terme en suivant la méthodologie et toujours rester un peu sur la même chose, parce que si on dérive à chaque fois, forcément, on va dans tous les sens et voilà, on perd en cohérence du plan. Et ça, c'est quelque chose que forcément l'IA manque, parce qu'elle n'a pas de conviction. Elle va faire la moyenne de tout le web, elle va répondre de façon très convaincante et cohérente, mais sur une certaine question, elle peut nous répondre, elle peut se contredire finalement assez facilement sur certaines questions, parce qu'elle n'a pas la conviction derrière de ça c'est vrai ou ça c'est faux, ou elle n'y croit ou elle n'y croit pas Ouais. Mais c'est ça, et c'est le gros travail qu'on a fait sur CoachBuy depuis le début, où en lui donnant progressivement, c'était marrant parce qu'au début on a vu les questions des utilisateurs, super intéressant, parfois des choses qu'on n'avait pas du tout prévues, typiquement le plan de pacing ou autre. Et si on laisse l'IA y répondre, il faisait le plan de pacing. Donc là on a vraiment réussi à intégrer dans l'IA exactement, lui dire les outils auxquels il a accès, de simulation ou autre, pour lui dire ça, plan de pacing, actuellement tu peux pas le faire. C'est sur la roadmap, il est même capable de vous le dire maintenant. Ouais. Ça c'est sur la roadmap, ça arrivera, mais pour le moment je peux pas le faire. Et il est même capable de nous remonter des features comme ça, si vous nous posez une question qui pour le moment pas dans ses cordes en quelque sorte, il peut nous remonter le feedback et dire hey, il y a tel utilisateur qui serait intéressé par ça, tu peux mettre ça dans la roadmap pour pouvoir le proposer au plus vite à l'utilisateur, si c'est quelque chose qu'on pense faisable d'une manière ou d'une autre et pertinent pour la communauté de CoachBuy. Ouais. On va pouvoir conclure ce podcast, je pense, à part si tu avais quelque chose à rajouter. Je pense qu'on est pas mal. Je pense que pour les gens qui veulent tester l'app, on n'a pas de free trial là, c'est vrai que pour le moment, mais tu as des vidéos qui font un peu plus un effet démo de l'app que tu pourras mettre peut-être en lien ou autre, qui permettra aux gens de comprendre tout ça. Et je pense qu'on mettra un code aussi promo pour permettre aux personnes de la communauté de cyclisme perf d'accéder à CoachBuy à
prix avantageux. Donc, Carrément, on fera ça, tous les liens dans la description. Peut-être aussi que une version plus basique et plus abordable sera sortie d'ici la sortie du podcast. Donc voilà, tous les liens sont en description. Et puis voilà, si ce podcast vous a plu, dites-le nous en commentaire. On pourra peut-être en refaire d'autres sur les questions de data. Il y a beaucoup de choses à dire, de capteurs, de données, d'analyse, etc. On n'a pas pu tout aborder. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis voilà, d'aller jeter un œil à Coach By. Et voilà, à bientôt Kevin. ouais, merci Mathieu. Salut.